Dans le monde des ultra-riches, certaines erreurs sont plus graves que d'autres. Pour le PDG millionnaire Damien Chevalier, sa plus grande erreur ne fut pas d'avoir renversé une bouteille de vin à 2800 € dans un restaurant 5 étoiles. Ce fut la personne qu'il choisit de blâmer. Devant une salle remplie de clients médusés, il décida d'humilier publiquement sa serveuse, Anaïs Moreau, s'attendant à ce qu'elle s'effondre. Au lieu de cela, la réponse calme et dévastatrice de la jeune femme mit un terme brutal à son monde. Car Anaïs n'était pas une serveuse ordinaire. Elle était un fantôme d'un passé qu'il pensait avoir enterré, et sa quête de justice mijotait depuis 25 ans. Voici l'histoire de comment un simple instant de cruauté alluma un incendie qui allait réduire un empire en cendres. L'air à l'Impérial était saturé de l'odeur de l'argent. Non pas l'odeur fraîche et nette des billets neufs, mais l'arôme complexe et vieilli de la richesse générationnelle, un parfum subtil d'huile de truffe, de cuir coûteux et de la confiance tranquille de ceux qui n'ont jamais eu à regarder une étiquette de prix. Pour Anaïs Moreau, c'était l'odeur de la survie. À 24 ans, Anaïs se déplaçait dans ce monde comme une ombre. Son uniforme, une robe noire austère avec un tablier blanc ridiculement petit, était sa cape d'invisibilité. Le jour, elle était étudiante en 2e année de droit à l'université de la capitale, ensevelie sous les manuels de jurisprudence, carburant au café bon marché et à une ambition personnelle dévorante. La nuit, elle n'était que mademoiselle ou la serveuse, ou le plus souvent, rien du tout, une paire de mains qui remplissait les verres d'eau et débarrassait les restes de repas à 1000 €. Ce soir-là était un mardi, une soirée habituellement plus calme, mais une conférence sur la technologie en ville avait rempli chaque table d'hommes bruyants et suffisants dans des costumes légèrement trop serrés. Les pieds d'Anaïs lui lançaient dans ses chaussures pratiques, mais toujours inadéquates. Elle avait un cours de droit des obligations à 8 heures du matin, un mémoire à terminer sur le récipsaloquitur, et un message de la maison de retraite de sa mère vibrait dans sa poche, un rappel que la facture était du vendredi. La pression était un poids physique sur ses épaules, une tension constante qui lui nouait les muscles du cou et du dos, la forçant à adopter un masque de sérénité professionnelle qui dissimulait la tempête intérieure. Chaque sourire qu'elle offrait était une performance calculée, chaque « tout se passe bien », un mensonge poli. Elle avait appris à lire les clients comme elle lisait ses arrêts de la Cour de cassation, à anticiper leurs besoins, à désamorcer leur arrogance par une déférence sans faille, tout en gardant une distance émotionnelle pour ne pas sombrer. C'était un équilibre précaire, un exercice de haute voltige au-dessus du gouffre de ses propres angoisses. Mademoiselle. La voix trancha le bourdonnement raffiné de la salle à manger. Anaïs se tourna, son sourire professionnel se formant déjà sur ses lèvres. À la table 7, l'emplacement de choix près de la baie vitrée panoramique surplombant les lumières de la ville, était assis Damien Chevalier. Même assis, il dégageait une aura intimidante. Son costume était un chef-d'œuvre de gris anthracite taillé sur mesure. Sa montre en argent valait plus que ses frais de scolarité annuels, et son visage n'était qu'angle vif et arrogance blasée. Il possédait cette sorte de beauté qui est plus une arme qu'un don. Il était le PDG de Chevalier Innovation SA, un titan du monde du capital risque, un homme dont la photo figurait fréquemment dans des magazines qu'Anaïs ne pouvait pas s'offrir. Avec lui se trouvait une jeune femme, Chloé, qui ressemblait moins à une compagne qu'à un accessoire choisi pour s'harmoniser avec la montre. « Oui, monsieur. Tout se passe bien ?» demanda Anaïs, sa voix douce et exercée. Damien Chevalier ne la regarda pas. Il fit tourner le liquide rouge sombre dans son verre, un Château Margaux 2005 qui coûtait plus cher la bouteille qu'Anaïs ne gagnait en une semaine. « Ce vin, dit-il, sa voix un filet bas et dédaigneux. Il ne respire pas correctement. Il est tendu, étouffé. L'avez-vous seulement décanté pendant les 90 minutes complètes que j'ai demandées ?» Le sourire d'Anaïs ne faiblit pas, bien qu'une étincelle d'irritation brillât derrière ses yeux. Elle l'avait décanté elle-même précisément 90 minutes auparavant, exactement comme il avait ordonné au sommelier sur un ton qui laissait entendre que le personnel était composé de jeunes enfants. « Je l'ai fait, monsieur, exactement comme vous l'avez demandé. Peut-être a-t-il simplement besoin de quelques instants de plus dans le verre. » Il leva enfin son regard, et ses yeux étaient froids, calculateurs. C'était un regard qui ne voyait pas une personne, mais un appareil défectueux. Ne cherchez pas d'excuses. Faites simplement votre travail. Pour ce que cet endroit facture, j'attends la perfection. Pas quelques instants de plus. Chloé eut un petit rire, un son cristallin aigu. Damien, sois gentil. C'était une protestation de pure forme, dénuée de toute préoccupation réelle pour Anaïs. Je paie pour un service, Chloé. J'attends qu'il soit rendu correctement, dit-il, reportant son attention sur son téléphone qui vibrait sans cesse sur la table. Il le prit, son pouce balayant l'écran avec colère. Gauthier, qu'est-ce que c'est encore? Est-ce que Garnier a plié? Non. Alors ne m'appelle pas, sauf si l'immeuble est en feu.
Il termina l'appel d'un geste sec et jeta le téléphone sur la nappe blanche immaculée. Ses mouvements étaient agités, en contraste frappant avec son attitude blasée précédente. Quelque chose le contrariait manifestement au-delà de l'asphyxie imaginaire de son vin. Anaïs savait qu'il fallait battre en retraite. La règle cardinale du service des ultra-riches était de devenir invisible lorsqu'ils étaient contrariés. « Je vais le laisser respirer, monsieur », murmura-t-elle en s'éloignant de la table. Elle continua sa tournée, le poids des factures médicales de sa mère pesant sur elle. « Tiens bon jusqu'à la fin du service, Anaïs. Encaisse juste les pourboires. Les pourboires d'une table comme celle de Chevalier pourraient couvrir le reste à charge pour les médicaments de sa mère. » Cette pensée était la seule chose qui empêchait son sourire poli de se fissurer. 10 minutes plus tard, alors qu'elle livrait un plateau de dessert à une table voisine, la catastrophe se produisit. Chevalier, empêtré dans un autre appel téléphonique tendu, gesticula sauvagement, son bras heurtant de plein fouet son verre de vin. Le château Margaux, la totalité de ses 2800 €, décrivit un arc dans les airs en une gerbe parfaite et horrifiante de cramoisi foncé, inondant la nappe blanche, le sac à main de créateur de Chloé, et le devant du costume gris impeccable de Damien Chevalier. Toute cette section du restaurant devint silencieuse. Chevalier fixa la tache qui s'épanouissait sur sa veste comme si c'était une blessure mortelle. Il abaissa lentement son téléphone. L'arrogance froide dans ses yeux avait été remplacée par une fureur blanche et incandescente, et elle était entièrement dirigée contre une seule personne, Anaïs. Elle se tenait à bien 1,5 m de distance, mais dans son monde, la proximité était sans importance. Le blâme était un missile, et il avait déjà choisi sa cible. « Vous » gronda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Il se leva, une figure imposante de rage. « Espèce de petite idiote maladroite et incompétente. Regardez ce que vous avez fait. » Anaïs se figea, son plateau de profiterole maintenu stable par la seule force de sa volonté. « Monsieur, je n'étais nulle part près de votre verre. Ne me mentez pas, rugit-il. Et maintenant, tout le restaurant les regardait. Les convives s'arrêtèrent, la fourchette à mi-chemin de leur bouche. Les serveurs se figèrent sur place. Le directeur, M. Lambert, commença à se précipiter depuis l'autre bout de la salle, le visage transformé en un masque de panique. « Je vous ai vu », cria Chevalier en la pointant du doigt. « Vous avez heurté la table en passant. Vous avez été négligente. » C'était un mensonge flagrant, scandaleux. Tout le monde aux tables environnantes l'avait vu le renverser lui-même, mais personne ne parla. Il regardait simplement, public captif de l'exécution publique de la dignité d'une serveuse. Le silence qui suivit fut encore plus accablant que les accusations. C'était un silence complice, tissé de peur et de déférence envers la richesse. Chaque personne présente devenait, par son inaction, un juré dans ce procès improvisé où le verdict était déjà rendu. Anaïs sentait des dizaines de perdus sur elle, non pas avec sympathie, mais avec une curiosité morbide, la transformant en un spectacle, un divertissement inattendu dans leur soirée opulente. Chloé tamponnait son sac à main avec une serviette, l'air mortifié. « Damien, s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » Il tourna son regard furieux vers Anaïs, le visage tordu par un ricanement. « Avez-vous la moindre idée de ce que coûte ce costume? Plus que ce que vous gagnez en un an. Ce vin? Votre salaire pathétique tout entier? Mais les gens comme vous n'avez aucune notion de la valeur, n'est-ce pas? Vous dérivez dans la vie en servant des gens qui sont réellement importants, en espérant une aumône. » Monsieur Lambert arriva, se tordant les mains. « Monsieur Chevalier, monsieur, je suis tellement désolé. S'il vous plaît, quels que soient les dommages, le restaurant couvrira tout. Absolument tout. » Chevalier l'écarta d'un geste de la main comme une mouche. « Je ne veux pas de votre argent, Lambert. Je veux de la compétence. Je veux profiter d'un simple repas sans qu'il soit ruiné par une smicarde qui ne sait même pas marcher droit. » Il plongea la main dans sa veste, en sortit un épais portefeuille monogrammé, et en extirpa une liasse de billets, tous des billets de 100 €. Il ne les compta pas. Il les jeta simplement. Les billets volèrent dans les airs et atterrirent aux pieds d'Anaïs. Une pluie verte et humiliante. « Tenez », cracha-t-il, sa voix dégoulinant de venin. « C'est probablement plus que ce que vous n'avez jamais vu de votre vie. Un pourboire pour votre incompétence spectaculaire. Maintenant, disparaissez de ma vue avant que je vous fasse renvoyer. » Le silence dans la salle était absolu, suffocant. Anaïs se tenait là, entourée par l'argent, les regards, le jugement. Elle pouvait sentir la chaleur monter à ses joues, la piqûre dans ses yeux. Chaque instinct lui hurlait de courir, de pleurer, de s'excuser, de faire tout ce qu'il fallait pour que ça s'arrête. Le mémoire de droit, la facture de sa mère, la douleur dans ses pieds.
Tout cela tourbillonnait en un vortex d'humiliation. Monsieur Lambert lui tirait déjà le bras, chuchotant frénétiquement. « Allez, Anaïs, venez à l'arrière. Excusez-vous auprès du monsieur. » Mais alors, quelque chose changea en Anaïs. C'était comme si un interrupteur avait été basculé. Les années à avaler des insultes, à sourire à travers la condescendance, à être invisible. Tout cela fusionna en un seul point de clarté froide et dure. L'étudiante en droit, celle qui lisait sur la justice, la dignité et la jurisprudence, repoussa la serveuse terrifiée. Elle prit une inspiration lente et délibérée. Elle baissa les yeux vers l'argent éparpillé sur le sol. Puis elle leva les yeux, dépassant son directeur tremblant, et croisa le regard furieux de Damien Chevalier. Elle ne pleura pas. Sa voix, quand elle sortit, n'était pas un murmure. Elle était calme, mesurée, et porta à travers la salle silencieuse avec la précision glaçante d'un juge rendant un verdict. « Non, dit-elle. » Chevalier cligna des yeux. « Qu'est-ce que vous venez de me dire ?»« J'ai dit non, » répéta Anaïs, sa colonne vertébrale se redressant. « Vous pouvez garder votre argent, monsieur Chevalier. Il semble que vous en ayez plus besoin que moi. » Un hoquet de surprise collectif ondula parmi les spectateurs. Monsieur Lambert avait l'air sur le point de s'évanouir. « Vous en avez besoin ?» continua Anaïs, sa voix gagnant en force, pour acheter des choses qui pourraient vous donner l'illusion de la valeur. Ce costume, ce vin, le silence flagorneur de tous ceux dans cette pièce qui ont trop peur de votre richesse pour souligner que vous, et vous seul, avez renversé votre verre. Elle fit un pas en avant, ses yeux rivés sur les siens. Vous parlez de valeur, mais vous ne comprenez manifestement pas le concept. Mon travail, que vous rejetez si nonchalamment, exige de la patience, de la grâce sous pression, et la capacité de traiter les gens avec un niveau de respect élémentaire. Des qualités dont vous avez démontré le manque criant. Elle désigna la tache sur son costume. Cette tache est temporaire. Un bon pressing l'enlèvera. Mais la tache sur votre caractère, elle est permanente. Aucune somme d'argent ne peut nettoyer la laideur d'un homme qui se construit en rabaissant quelqu'un qu'il perçoit comme inférieur. Elle n'était plus en colère. Elle le disséquait. Vous voyez, monsieur, vous n'êtes pas en colère à cause du vin. Vous êtes en colère à cause de cet appel téléphonique, de ce contrat avec Garnier qui ne se déroule pas comme vous le souhaitez. Vous êtes entré ici en cherchant une cible, quelqu'un pour absorber la force de votre propre échec. Et vous m'avez choisi. Mais vous avez fait une erreur. Vous avez supposé que j'étais aussi bon marché que l'insulte que vous avez jetée à mes pieds. Damien Chevalier se tenait là, complètement abasourdi. Sa fureur s'était évaporée, remplacée par un silence stupéfait, bouche bée. Il s'était attendu à des larmes, des excuses, des supplications. Il ne s'était pas attendu à une leçon de morale de la part d'une serveuse. Il était resté sans voix, mis à nu devant une salle remplie de ses pairs. La dynamique du pouvoir avait été inversée si violemment que c'était comme si le monde s'était retourné. Anaïs le regarda une dernière fois, une pointe de pitié dans les yeux. « Je ne ramasserai pas votre argent, et je ne disparaîtrai pas de votre vue. Je démissionne. » Elle se tourna vers son directeur au visage blême. « Monsieur Lambert, je m'excuse pour cette scène. Vous trouverez mon tablier dans le vestiaire du personnel. Je démissionne officiellement, avec effet immédiat. » Sans un autre regard pour Chevalier, son argent éparpillé, ou les visages choqués des convives, Anaïs Moreau se retourna et partit. La tête haute, le dos droit, et pour la première fois de la soirée, la douleur dans ses pieds avait disparu. Elle n'avait pas seulement quitté un emploi. Elle s'était réappropriée. Et dans le silence stupéfait de l'impérial, Damien Chevalier resta seul, avec sa rage, son vin renversé, et une humiliation bien plus profonde que n'importe quelle tache sur son costume. À l'instant où Anaïs poussa les portes battantes pour entrer dans la chaleur chaotique de la cuisine, l'adrénaline qui avait alimenté son défi commença à s'estomper, remplacée par une angoisse terrifiante qui lui noua l'estomac. Le cliquetis des casseroles et les cris des chefs semblaient lointains, étouffés. Qu'est-ce que c'était que ça, pour l'amour de Dieu? Siffla monsieur Lambert, l'ayant finalement rattrapé. Son visage était marbré de panique. « Anaïs, avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» C'était Damien Chevalier. Il pourrait acheter tout ce pâté de maison et le transformer en son parking personnel. Il va nous ruiner. Il m'a humilié, monsieur Lambert, dit Anaïs, sa voix tremblant légèrement maintenant qu'elle était hors de la ligne de feu. Il a jeté de l'argent à mes pieds. Et vous auriez dû le ramasser et dire merci, rétorqua-t-il, sa voix un murmure frénétique. C'est le travail. Nous encaissons. Nous apaisons. Nous nous excusons. Nous ne leur donnons pas de leçons d'éthique. Il passa une main dans ses cheveux. Clairsemé. Vous êtes renvoyé, Anaïs. Bien sûr que vous êtes renvoyé. Vous avez démissionné,
Vous êtes renvoyé. Peu importe. Prenez juste vos affaires et partez. Je dois y retourner et accomplir un miracle de gestion de crise. Il s'éloigna en courant, la laissant debout près du poste de plonge. Le caractère définitif de la situation la frappa. Pas de travail, pas de pourboire, la facture de sa mère. Une vague de nausée la submergea. Elle s'appuya contre un comptoir en acier inoxydable, prenant de profondes inspirations, essayant de retenir les larmes qui avaient refusé de couler devant Chevalier. Elle rassembla ses maigres affaires de son casier. Un exemplaire usé d'un manuel de droit constitutionnel, une barre énergétique à moitié mangée, et une photo encadrée d'elle et de sa mère datant d'il y a des années, toutes deux souriantes. En sortant par la porte de service, laissant derrière elle l'odeur d'huile de truffe et de dignité brisée, elle ressentit un étrange mélange de terreur et d'euphorie. Elle s'était défendue, mais à quel prix? Alors qu'elle sortait dans la rue, une brise fraîche nocturne lui caressant le visage, une voix l'appela. « Mademoiselle. Mademoiselle Moreau. » Anaïs se retourna. Une femme élégante d'une 60aine d'années se dirigeait vers elle. Elle était assise à une table près de celle de Chevalier, une convive solitaire qui avait siroté un verre de thé et observé toute la scène avec des yeux vifs et intelligents. Elle portait une robe bleu marine simple, mais d'une coupe exquise et dégageait une aura d'autorité tranquille. « Je suis Catherine Dubois », dit la femme en lui tendant la main. Sa poignée de main était ferme. « J'ai vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Je voulais juste dire que ce que vous avez fait a demandé un courage immense. » Anaïs esquissa un faible sourire larmoyant. « Merci. Cela m'a aussi coûté mon emploi. Parfois, les choses qui ont le plus de valeur ont le coût le plus élevé, » répondit Catherine, ses yeux à la fois bienveillants et perspicaces. « J'ai été avocate plaidante pendant 30 ans avant de prendre ma retraite. Je reconnais un esprit juridique affûté quand j'en vois un, même quand il prend une commande pour le dîner. Votre déconstruction du caractère de cet homme était une plaidoirie aussi brillante que toutes celles que j'ai pu entendre. » Anaïs fut décontenancée. « Vous êtes avocate ? » ?»« Je l'étais. Maintenant, je siège principalement à des conseils d'administration et j'essaie de ne pas m'attirer d'ennui, dit-elle avec un sourire ironique. « Écoutez, cet homme, Chevalier, il n'est pas du genre à laisser passer une telle humiliation. Il a la réputation d'être vindicatif. Il pourrait essayer de vous causer des problèmes. » Cette pensée fit parcourir un nouveau frisson de peur à Anaïs. Que peut-il faire? Je n'étais qu'une serveuse. Les hommes comme lui ont des tentacules longs. Ils peuvent rendre la vie difficile de manière que vous ne pouvez imaginer, dit Catherine sérieusement. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite simple et élégante. Il y avait juste son nom, un numéro de téléphone et une adresse e-mail. Si vous vous trouvez en difficulté, ou si vous avez simplement besoin de conseils, je veux que vous m'appeliez. Sans frais, bien sûr. Considérez cela comme une courtoisie professionnelle. Anaïs fixa la carte, un petit morceau d'espoir solide dans sa main tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Ne me remerciez pas tout de suite, dit Catherine. Soyez simplement prudente, Anaïs. Vous avez provoqué un dragon. Maintenant, vous devez être prête à ce qu'il crache du feu. Avec un dernier signe de tête encourageant, Catherine Dubois s'éloigna, disparaissant dans la nuit de la ville. Pendant ce temps, de retour dans la suite pentouse de son hôtel, Damien Chevalier ne crachait pas de feu. Il était étrangement calme. La rage s'était refroidie et solidifiée en quelque chose de beaucoup plus froid et plus dangereux, l'obsession. Il avait payé l'addition à l'impériale, laissant un pourboire si important qu'il en était insultant, un dernier geste de pouvoir pour affirmer sa domination sur le monsieur Lambert désemparé. Mais la victoire avait un goût amer. Les mots de la serveuse résonnaient dans son esprit, touchant une partie de lui qu'il gardait profondément enfouie. La tâche sur votre caractère. Un homme qui se construit en rabaissant quelqu'un qu'il perçoit comme inférieur. Mais ce n'était pas seulement ses mots. C'était son visage. Alors que l'humiliation initiale s'estompait, un sentiment lancinant de familiarité avait pris sa place. Il avait déjà vu ses yeux. Ce même regard de défi, cette même intensité tranquille. « Mais où ?» Gauthier, dit-il dans son téléphone, arpentant la moquette épaisse de sa suite. Gauthier Leclerc, son directeur juridique et homme à tout faire qui souffrait en silence depuis longtemps, répondit à la première sonnerie. « Monsieur, j'ai besoin que vous trouviez quelqu'un, » dit Damien, sa voix plate. « Une serveuse à l'impériale. Son nom est Anaïs Moreau. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Moreau. Puis-je vous demander dans quel but, monsieur? Est-ce lié à l'incident pour lequel monsieur Lambert m'a appelé en s'excusant profusément? » C'est précisément à propos de cet incident, coupa Damien. Elle m'a humilié publiquement. Mais il y a plus. Son visage m'était familier. Je veux tout savoir sur elle. Où elle vit, où elle étudie, sa famille, le nom de son chien,
sa couleur préférée, tout. Je veux un dossier complet sur mon bureau d'ici demain matin. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, il serait peut-être préférable de laisser tomber. Poursuivre une vendetta contre une serveuse pourrait créer une image négative, surtout avec la fusion Garnier qui est dans sa phase finale. Gauthier, l'interrompit Damien, sa voix tombant à un quasi-murmure bien plus menaçant que ses cris précédents. Êtes-vous en train de me conseiller ou de me questionner? Je vous conseille simplement, monsieur. Alors conseillez-vous de faire ce que je vous ai demandé. J'ai un pressentiment à ce sujet, un mauvais pressentiment. Trouvez-la. Il raccrocha et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui s'étendaient à ses pieds. La fusion avec Garnier Technologies était la plus grosse affaire de sa carrière. Une opération qui définirait son héritage et consoliderait Chevalier Innovation comme le roi incontesté du monde de la technologie. C'était une négociation stressante et délicate, et Laurent Garnier était un requin. C'est pourquoi il avait été si tendu ce soir-là. Mais cette serveuse, cette Anaïs Moreau, ce n'était pas seulement qu'elle l'avait insulté. C'était un grain de sable dans l'engrenage. Et Damien Chevalier détestait les grains de sable dans l'engrenage. Il avait bâti son empire sur le contrôle, sur la connaissance de chaque variable. Une variable inconnue, comme une serveuse au regard familier et défiant, était inacceptable. Il découvrirait qui elle était, et il neutraliserait la menace. Il ne s'agissait plus de fierté blessée, mais d'une angoisse plus profonde, presque superstitieuse. Le visage de la jeune femme avait réveillé quelque chose de dormant, un souvenir qu'il n'arrivait pas à saisir, mais dont il sentait la présence menaçante, comme un orage qui gronde juste au-delà de l'horizon. Il ne pouvait pas se permettre la moindre distraction, le moindre imprévu. La fusion avec Garnier devait être parfaite, une symphonie d'acquisition d'entreprise sans la moindre fausse note. Et cette fille, avec son calme glacial et ses yeux accusateurs, était une dissonance qu'il devait faire taire. À 4 heures du matin, un email crypté atterrit dans la boîte de réception de Damien. L'objet était simple. A. Moreau, rapport préliminaire. Il l'ouvrit. Il s'agissait principalement de données biographiques. Université de la capitale, droit, 2e année, dans les 15% supérieurs de sa promotion. Sa mère, Hélène Moreau, était en soins de longue durée dans un établissement à prix modéré pour une affection respiratoire chronique. Pas de frères et sœurs. Adresse dans un quartier modeste de l'autre côté de la ville. Et puis il le vit. La dernière ligne du rapport préliminaire. Le détail qui figea l'air dans ses poumons. Père, Michel Moreau, décédé. Profession, ingénieur en logiciel. Michel Moreau. Le nom frappa Damien comme un coup de poing. Soudain, il n'était plus dans sa suite pentouse. Il avait 25 ans de moins, dans un bureau exigu et étouffant, regardant un homme timide et brillant avec des yeux bienveillants et une idée révolutionnaire. Un homme qui lui avait fait confiance. Un homme qui l'avait détruit. Il recula de l'ordinateur, le cœur battant à tout rompre. Il regarda la photo d'Anaïs incluse dans le dossier. C'était lui. Elle avait les yeux de son père. La serveuse pleine de défis n'était pas une rencontre fortuite. C'était un fantôme. Un fantôme du plus grand péché qu'il ait jamais commis. Le sale secret sur lequel tout son empire étincelant était bâti. Et elle était étudiante en droit. La situation venait de passer d'une vendetta personnelle à un incendie de catégorie 5. Anaïs Moreau n'était pas seulement une menace pour sa fierté. Elle était une menace pour son existence entière. La panique, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, commença à s'insinuer dans ses veines. C'était une peur froide et primale. Il avait construit des murs impénétrables de richesse et de pouvoir autour de ce péché originel, une forteresse conçue pour durer l'éternité. Il n'avait jamais imaginé que la menace viendrait de l'intérieur, portée par le sang et la mémoire, sous la forme d'une jeune femme armée non pas de milliards, mais d'une intelligence aiguisée et d'une motivation forgée dans la tragédie. Il se versa un verre de whisky, mais ses mains tremblaient si fort qu'une partie du liquide ambré se renversa sur le marbre du bar. Il le but d'un trait, mais l'alcool ne put éteindre le brasier qui venait de s'allumer dans ses entrailles. La fille de Michel Moreau. Le destin avait un sens de l'ironie cruelle et poétique. Il avait volé l'avenir d'un homme et, 25 ans plus tard, l'avenir de cet homme revenait pour réclamer le sien. Il devait agir, et vite. Non pas avec l'arrogance brutale qu'il avait montrée au restaurant, mais avec une précision chirurgicale et impitoyable. Il devait l'écraser avant qu'elle ne puisse rassembler ses forces, avant que le fantôme de son père ne puisse lui murmurer à l'oreille comment faire tomber un roi de son trône. L'histoire de Chevalier Innovation était un conte de fées des affaires modernes. Un jeune et brillant Damien Chevalier, armé d'un algorithme visionnaire, avait révolutionné l'analyse de données, créant un moteur prédictif qui devint la référence absolue dans le monde du capital risque. C'était le joyau de la couronne de l'entreprise,
l'algorithme clé de voûte propriétaire qui leur donnait une capacité presque psychique à choisir les investissements gagnants. L'histoire officielle était que Chevalier l'avait développé dans sa chambre d'étudiant, un coup de génie solitaire. La vérité était bien plus sordide et gisait enterrée dans le passé avec un homme nommé Michel Moreau. Il y a 25 ans, Michel était un ingénieur en logiciel avec un esprit comme un diamant, à facettes, brillant et capable de voir des motifs que personne d'autre ne pouvait percevoir. Il était aussi doux, modeste et terriblement mauvais en affaires. Il avait développé un algorithme pendant son temps libre, un projet passionné. C'était un magnifique morceau de code qui pouvait analyser de vastes ensembles de données disparates et prédire les tendances futures avec une précision déconcertante. Il croyait qu'il pourrait changer le monde. Il le présenta à une poignée de jeunes entreprises technologiques. La plupart ne comprirent pas. Mais un jeune fondateur affamé le comprit. Un jeune homme charismatique et impitoyable d'une vingtaine d'années nommé Damien Chevalier. Chevalier vit immédiatement le potentiel de l'algorithme. Il loua Michel, le flatta et lui promit un partenariat. Il lui fit signer un accord de non-divulgation que Michel, dans sa confiance naïve, ne fit pas examiner correctement par un avocat. Michel remit ses recherches, son code, son génie. Quelques semaines plus tard, Damien Chevalier devint injoignable. Il cessa de répondre aux appels. Quand Michel le retrouva enfin, Chevalier prétendit que l'algorithme était défectueux, inutilisable. Il dit qu'il s'orientait dans une direction différente. 6 mois plus tard, Chevalier Innovation fut lancé, bâti sur le dos de l'algorithme clé de voûte. Le code de Michel, légèrement modifié et rebaptisé. Michel fut anéanti. Il tenta de se battre, mais l'accord de non-divulgation était blindé en faveur de Chevalier, et il n'avait pas d'argent pour une bataille juridique prolongée contre une entreprise déjà bien financée après un premier tour de table. Le stress et la trahison le brisèrent. Il perdit sa passion pour le codage, dériva entre des emplois subalternes, et sa santé déclina. Il mourut d'une crise cardiaque une décennie plus tard. Un esprit brillant éteint par un potentiel volé. Anaïs n'avait été qu'une enfant, mais elle se souvenait de la tristesse de son père. Elle se souvenait des conversations à voix basse et pleines de colère entre ses parents. Le nom « Chevalier » crachait comme une malédiction. Après sa mort, sa mère lui avait raconté toute l'histoire, lui montrant les boîtes de notes, les organigrammes, les premières ébauches du code que son père avait conservé. Il a mis toute son âme là-dedans, ma chérie, avait dit sa mère, la voix brisée par le chagrin. Et cet homme, il l'a volé. Il a volé l'âme de ton père. Cette histoire était la raison pour laquelle Anaïs était en faculté de droit. C'était le feu qui brûlait en elle, le but qui la poussait à travers les nuits blanches d'études. Son objectif n'avait jamais été de devenir simplement avocate. C'était de devenir un jour une avocate assez forte, assez intelligente et assez puissante pour réparer le tort qui avait brisé sa famille. Elle n'avait pas reconnu Damien Chevalier au restaurant. Elle connaissait le nom, bien sûr, mais il était plus vieux, plus dur, et elle n'avait jamais vu de photo claire de lui datant d'il y a si longtemps. Mais après avoir quitté le restaurant, après que la carte de Catherine Dubois fût en sécurité dans sa poche, elle était rentrée chez elle et l'avait cherché sur Google. Lorsque le nom « Chevalier Innovation » était apparu sur son écran, une terreur glaciale l'avait envahi. L'homme qui l'avait humilié était le même homme qui avait détruit son père. La cruauté cosmique de la chose était à couper le souffle. Maintenant, assise dans son petit appartement avec sa meilleure amie et colocataire, Chloé, tout le poids de la situation s'abattait sur elle. « Donc, tu me dis, dit Chloé, les yeux écarquillés, arpentant le tapis usé, que le crétin milliardaire à qui tu as tenu tête est le même type qui a ruiné ton père. » « Oui, murmura Anaïs, tenant le vieux carnet en cuir de son père. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est comme le destin, ou une très mauvaise blague. C'est dingue, souffla Chloé. On se croirait dans un film. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, admit Anaïs. Pendant des années, c'était un objectif lointain. Un jour, j'obtiendrai justice. Mais maintenant, il est réel. Il est là, et il connaît mon nom. Une nouvelle pensée terrifiante fit surface. Chloé, et s'il découvrait tout? S'il faisait le lien entre moi et mon père? Comment le pourrait-il? C'était il y a une éternité. Moreau est un nom commun. Mais j'ai les yeux de mon père, dit Anaïs, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Ma mère l'a toujours dit. Son téléphone vibra. C'était un email du bureau des bourses de l'université. Objet. Examen urgent de votre statut de boursière. Son cœur se serra. Elle l'ouvrit. C'était un email à la tournure générique concernant un audit de routine de son fonds de bourse, lui demandant de soumettre une documentation supplémentaire et exhaustive dans les 48 heures, sous peine de voir son financement suspendu en attendant l'examen. Non, murmura-t-elle.
Ce n'est pas un audit de routine. Chloé le lut par-dessus son épaule. C'est bizarre. Ils ne font pas ça au milieu du semestre. Étage 48 heures? C'est un délai impossible. Le sang d'Anaïs se glaça. Catherine Dubois. Elle m'avait prévenu. Elle avait dit qu'il avait de longs tentacules. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le premier coup de semonce. Damien Chevalier n'avait pas seulement fait le lien. Il agissait déjà contre elle. Il n'allait pas la poursuivre en justice pour diffamation. Il allait, tranquillement et systématiquement, démanteler sa vie. Il allait lui couper l'accès à son éducation, l'outil même qu'elle comptait utiliser contre lui. La panique commença à s'installer, brûlante et suffocante. Il était trop puissant. C'était un combat sans espoir. Elle n'était qu'une étudiante avec le carnet d'un père décédé, et il était un titan avec une armée d'avocats et des ressources infinies. Puis elle baissa les yeux vers la carte de visite sur sa table. Catherine Dubois. Parfois, les choses qui ont le plus de valeur ont le coût le plus élevé, avait dit Catherine. Prenant une profonde inspiration, Anaïs prit son téléphone. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle n'était plus seulement une étudiante. Elle était la fille de Michel Moreau. Et ce combat avait commencé il y a 25 ans. Il était temps qu'elle commence à se battre. Elle composa le numéro. Catherine Dubois à l'appareil. Madame Dubois, dit Anaïs, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. C'est Anaïs Moreau. Je crois que le dragon crache du feu. Il y eut une pause sur la ligne, puis la voix de Catherine revint, calme et résolue. Très bien, Anaïs. Racontez-moi tout. Et je veux dire tout. Commencez par le début. Commencez par votre père. La rencontre n'eut pas lieu dans un cabinet d'avocats étouffant, mais dans le salon ensoleillé de l'élégant appartement de Catherine Dubois. Autour de tasses de thé au jasmin, Anaïs exposa toute l'histoire. Le génie de son père, sa trahison, l'algorithme volé, et maintenant la menace à peine voilée contre sa bourse. Elle apporta les vieux carnets de son père, les pages remplies de son écriture soignée et précise, de diagrammes de flux complexes et d'entrées datées qui relataient la naissance de sa création. Catherine écouta avec une attention sans faille, ses yeux perçants examinant les carnets, son expression un mélange de sympathie et de calcul stratégique. Quand Anaïs eut fini, Catherine se pencha en arrière, tapotant pensivement sa tasse de thé. « Il n'essaie pas seulement de vous punir pour l'incident du restaurant, Anaïs, dit-elle, sa voix ferme. Il est terrifié. Vous n'êtes pas seulement une serveuse en colère. Vous êtes l'incarnation vivante de son péché originel. Le fait que vous soyez étudiante en droit fait de vous une menace existentielle. Cet audit de bourse n'est que le premier pas d'une campagne d'intimidation. Il veut vous déstabiliser, vous couper l'herbe sous le pied avant même que vous puissiez vous tenir debout. Alors, que dois-je faire ? Demanda Anaïs, sentant une lueur d'espoir s'allumer face au calme compétent de Catherine. Un procès semble impossible. L'accord de non-divulgation, le temps écoulé, nous n'avons aucune preuve tangible. Un procès conventionnel est une bataille perdue d'avance, acquiesça Catherine. L'affaire serait enlisée au tribunal pendant des années. Il vous saignerait à blanc en frais de justice. Nous ne pouvons pas le combattre sur son propre terrain, le prétoire. Nous devons donc changer le champ de bataille. Catherine se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la rue calme et bordée d'arbres. Damien Chevalier a une vulnérabilité en ce moment. La seule chose qui l'a rendu suffisamment stressé pour provoquer cette scène au restaurant. Vous avez mentionné son appel téléphonique à propos d'un homme nommé Garnier. Oui, se souvint Anaïs. Il a dit « Est-ce que Garnier a plié ?» Il était en colère. Ce doit être Laurent Garnier, dit Catherine, une lueur dans les yeux. PDG de Garnier Technologies. Lui et Chevalier sont rivaux depuis des années. Il se trouve que je sais, par un ami journaliste financier, qu'ils sont dans les dernières étapes d'une fusion, une affaire colossale. Chevalier est en train d'acquérir Garnier Technologies pour devenir le leader incontesté du marché. Le succès de cette transaction, toute la valorisation de son entreprise, repose sur la nature perçue comme unique et propriétaire de son algorithme clé de voûte. Une lente compréhension se dessina sur le visage d'Anaïs. L'algorithme que mon père a écrit. Exactement, dit Catherine en se retournant pour lui faire face. Si Laurent Garnier avait le moindre soupçon que la propriété intellectuelle essentielle de l'entreprise avec laquelle il fusionne est frauduleuse, qu'elle a été volée, l'accord s'effondrerait. L'action de Chevalier chuterait. Ce serait une catastrophe pour lui. Donc, nous le disons à Laurent Garnier, dit Anaïs, son cœur commençant à s'emballer. Pas si vite, prévint Catherine. Garnier est un requin. Il ne va pas croire sur parole une étudiante en droit inconnu plutôt qu'un autre milliardaire. Il y verra une manœuvre désespérée. Nous avons besoin de plus que votre histoire et les vieux carnets de votre père.
Nous avons besoin d'un levier. Nous devons combattre l'intimidation de Chevalier par notre propre enquête discrète. Ainsi commença une nouvelle phase clandestine de la vie d'Anaïs. Guidée par Catherine, elle se transforma. L'étudiante frénétique et stressée devint une enquêtrice concentrée et méthodique. Elle fonctionnait comme un cabinet d'avocats secret à 2 personnes. D'abord, elles s'occupèrent de la bourse. Catherine passa un seul coup de fil à un ami membre du conseil d'administration de l'université. L'audit de routine fut mystérieusement annulé le lendemain. C'était une petite victoire, mais cruciale. Elle montra à Anaïs que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de connaissance et de relations. Elle montra à Chevalier qu'elle n'était pas aussi seule qu'il le pensait. Damien, furieux de l'échec de sa première manœuvre, intensifia ses actions. Un détective privé commença à suivre Anaïs, un homme dans une berline banale qui était comiquement peu discret. Catherine apprit à Anaïs comment documenter cela. Prenez des photos de lui, notez ses heures de passage, déposez une main courante pour harcèlement. Elle ne se défendait pas seulement. Elle constituait un dossier contre lui. Ensuite, elles se plongèrent dans le passé. Catherine engagea un expert en criminalistique numérique, un hacker éthique en qui elle avait confiance depuis ses années de plaidoirie. Son travail consistait à analyser les vieilles disquettes de Michel et à comparer la structure fondamentale de son code, le peu qu'il pouvait en récupérer, avec ce qui était publiquement connu de l'algorithme clé de voûte de Chevalier. Ce n'était pas une preuve irréfutable, mais l'expert trouva des similitudes frappantes dans la logique de base, des empreintes digitales numériques, trop similaires pour être une coïncidence. Anaïs, pendant ce temps, se plongea dans la recherche juridique, non pas pour ses cours, mais pour sa vie. Elle fit des recherches sur le vol de propriété intellectuelle, les délais de prescription et la fraude d'entreprise. Elle passa des heures à la bibliothèque, non seulement à étudier, mais à chercher des précédents, un angle juridique qu'elles auraient pu manquer. Pendant ce temps, Damien Chevalier devenait de plus en plus paranoïaque. La neutralisation rapide et propre qu'il avait prévue avait échoué. La serveuse avait une protectrice. Son détective rapporta qu'Anaïs rencontrait Catherine Dubois, une sommité juridique à la retraite dont il connaissait bien la réputation. Ce n'était plus un simple nettoyage. C'était une guerre. La pression de la fusion avec Garnier était immense. Laurent Garnier était un négociateur méticuleux et soucieux du détail, et son équipe de diligence raisonnable passait au crible les finances et les opérations de Chevalier Innovation. L'accord était le couronnement de sa carrière, mais c'était aussi sa plus grande vulnérabilité. Catherine décida qu'il était temps de passer à l'action. « Nous en avons assez maintenant », dit-elle à Anaïs un soir, étalant leurs preuves recueillies sur sa table de salle à manger. « Nous avons votre témoignage, les carnets de votre père, le rapport de criminalistique numérique et la documentation de la campagne de harcèlement de Chevalier. Ce n'est pas assez pour gagner au tribunal, mais c'est peut-être assez pour semer le doute dans l'esprit d'un requin. Vous voulez que je rencontre Laurent Garnier ? Demanda Anaïs, l'estomac noué. Oui, confirma Catherine. Il est la seule personne au monde qui puisse tenir Chevalier responsable en ce moment. Il a le pouvoir et, plus important encore, il a la motivation. Ruiner Chevalier serait un bonus pour lui, mais se sauver d'une transaction frauduleuse est la directive première. Nous devons juste lui donner la raison de creuser plus profond. Obtenir la réunion fut un défi, mais le nom de Catherine ouvrait encore des portes. Elle appela le directeur juridique de Garnier, une vieille connaissance, et proposa une réunion sur une question de diligence raisonnable urgente et confidentielle concernant la fusion avec Chevalier. Elle fut intentionnellement vague, mais la gravité de son ton suffit. On leur accorda 10 minutes. Il sera sceptique, prévint Catherine en préparant Anaïs. Il sera arrogant. Il verra en vous une jeune femme et sera dédaigneux. Ne le laissez pas faire. Vous n'êtes pas une victime demandant une faveur. Vous êtes une stratège présentant des renseignements cruciaux. Soyez calme. Soyez factuel. Laissez l'histoire faire le travail. Souvenez-vous de qui vous êtes, Anaïs. Vous n'êtes pas la serveuse qu'il pourrait voir. Vous êtes la fille de Michel Moreau, et vous êtes ma collègue. Alors qu'Anaïs enfilait le simple et professionnel tailleur gris foncé que Catherine l'avait aidé à choisir, elle regarda son reflet. Elle vit une lueur de la femme qu'elle devenait. Pas seulement une étudiante, pas seulement une fille cherchant à se venger, mais une force redoutable à part entière. Elle entrait dans la fosse aux lions, non pas avec une arme, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la vérité. L'adresse qui leur avait été donnée n'était pas simplement un immeuble de bureau. C'était un monument d'acier et de verre au capitalisme prédateur. La tour Garnier griffait le ciel, si haute que ses étages supérieurs semblaient se dissoudre dans les nuages. Le hall d'entrée était une caverne de marbre blanc et de silence troublant,
où les seuls sons étaient le carillon délicat de l'ascenseur et les pas feutrés et respectueux de personnes qui savaient qu'elle marchait dans l'orbite d'un immense pouvoir. Pour Anaïs, c'était comme entrer dans un pays différent, un pays dont elle ne parlait pas la langue. Elle lissa instinctivement le devant de son simple tailleur gris, une prière silencieuse pour qu'elle ait l'air du rôle que Catherine lui avait attribué, celui d'une professionnelle, pas d'une suppliante. « Respire, Anaïs », dit Catherine d'une voix basse et stable alors qu'elle montait dans l'ascenseur silencieux et rapide. « Rappelle-toi, il a plus besoin de nous que nous de lui. Nous lui offrons un bouclier. Ne l'oublie jamais. » L'ascenseur s'ouvrit directement sur une réception qui ressemblait plus à une galerie d'art qu'à un bureau. Une unique assistante à l'air sévère les conduisit à travers un ensemble de portes en verre dépoli et dans le bureau d'angle. C'était un espace conçu pour intimider. Le mobilier était rare et brutalement moderne. 3 des 4 murs étaient des baies vitrées allant du sol au plafond, offrant une vue divine sur la ville qui s'étendait en dessous. Derrière un bureau en granit noir de la taille d'un petit bateau, était assis Laurent Garnier. Il était exactement comme Catherine l'avait décrit, mince, affamé et dégageant une aura d'intelligence impatiente. Il était au téléphone, sa voix une série de commandements brefs et décisifs. Il leur fit signe de s'asseoir sans les regarder, les faisant attendre pendant qu'il terminait ses affaires. C'était un jeu de pouvoir délibéré et calculé, conçu pour leur rappeler leur place. Anaïs sentit une lueur familière de l'humiliation de l'impériale, mais elle l'écrasa, la remplaçant par une résolution froide. Elle n'était pas une serveuse ici. Très bien, dit finalement Garnier, terminant son appel et faisant pivoter son fauteuil pour leur faire face. Ses yeux couleur d'ardoise parcoururent Catherine avec une lueur de respect professionnel avant de se poser sur Anaïs avec un scepticisme non dissimulé. « Madame Dubois, vous avez mentionné une question de diligence raisonnable urgente. Mon emploi du temps est serré, alors soyons efficaces. Vous avez 10 minutes. » Il jeta un coup d'œil à sa montre, une fine pièce en platine qui était une étude de la richesse discrète. Catherine acquiesça sereinement. « Merci, Laurent. La question est en effet urgente. Mon associé, Anaïs Moreau, a préparé le compte-rendu. » Tout l'air sembla quitter les poumons d'Anaïs pendant une seconde. C'était sa scène. Elle croisa le regard dédaigneux de Garnier, ses propres yeux stables. Elle ne se laisserait pas presser. Elle ne se laisserait pas intimider. « Monsieur Garnier, » commença-t-elle, sa voix parfaitement égale. « Il ne s'agit pas d'une divergence mineure dans un bilan. Il s'agit de l'actif fondamental de l'entreprise que vous êtes sur le point d'acquérir. Il s'agit de l'histoire de l'origine de l'algorithme clé de voûte. » L'expression de Garnier resta impassible, mais sa concentration s'aiguisa. La légère inclinaison ennuyée de sa tête disparut. Il se pencha en avant, presque imperceptiblement. « Je vous écoute. » Anaïs ne commença pas par le vol. Elle commença par le génie. Elle dépeignit son père, Michel Moreau, non pas comme une victime, mais comme un visionnaire. Il y a 25 ans, un ingénieur en logiciel travaillant tard le soir dans son garage a vu l'avenir. Il croyait que les données, si seulement on pouvait apprendre à une machine à écouter leurs échos, pourraient vous dire ce qui allait arriver. Il a appelé sa création Echo. C'était un moteur prédictif d'une élégance inégalée. Elle le guida à travers l'histoire, sa voix une force narrative calme. Elle décrivit les carnets remplis de codes élégants, l'excitation, l'espoir. Elle détailla les réunions avec un jeune et ambitieux Damien Chevalier, le dépeignant comme un homme qui reconnaissait le génie mais en manquait lui-même. Elle raconta les promesses d'un partenariat, la remise des recherches, puis le silence soudain et glacial. Garnier l'interrompit une fois, sa voix aussi tranchante que du verre brisé. « C'est une histoire convaincante, mademoiselle Moreau, mais les histoires ne sont pas des preuves. Le récit de Chevalier est une pierre angulaire du droit de la technologie. »« Une histoire est tout ce que c'est, » répliqua Anaïs sans perdre le fil. « Un morceau de mythologie, d'entreprise soigneusement construit. J'ai l'histoire de mon père, mais j'ai aussi son travail. » C'était le moment. Elle sortit de sa mallette un mince dossier d'aspect professionnel. Elle le posa sur le vaste bureau de granit et le poussa vers lui. Le glissement du dossier sur la pierre polie fut le seul son dans la pièce. « Dans ce dossier, dit-elle, sa voix ayant maintenant la précision d'un argument juridique, vous trouverez 3 choses. Premièrement, des copies numérisées des carnets de conception originaux de mon père. Vous remarquerez les dates sur les pages, qui sont toutes antérieures de plus d'1 an à la constitution de Chevalier Innovation. Deuxièmement, vous trouverez un rapport préliminaire d'un expert en criminalistique numérique qui a analysé le code récupéré des disques archivés de mon père. Il a trouvé des homologies structurelles et logiques significatives, des empreintes digitales numériques, comme il les appelle, avec l'architecture connue de l'algorithme clé de voûte. Les similitudes sont trop profondes pour être une coïncidence. Et troisièmement,
Elle marqua une pause, ses yeux se fixant dans les siens. Vous trouverez un journal détaillé, avec photographie, d'une campagne de harcèlement menée contre moi par un détective privé. Une campagne que M. Chevalier a lancée un jour après une rencontre publique où il a appris mon nom complet et donc mon lien avec l'homme dont il a volé l'œuvre de toute une vie. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Nous ne sommes pas ici pour vous demander de torpiller votre accord par pure bonté d'âme, Monsieur Garnier. Nous sommes ici pour vous fournir des renseignements critiques. Des renseignements qui suggèrent que votre diligence raisonnable est fondamentalement erronée et que vous êtes sur le point de payer des milliards d'euros pour un actif dont la propriété est, au mieux, contestée et, au pire, entièrement frauduleuse. Laurent Garnier fixa le dossier. Puis il regarda Anaïs, et pour la première fois, le scepticisme dans ses yeux avait disparu, remplacé par la lumière froide et claire du calcul. C'était un langage qu'il comprenait parfaitement. Risque, levier, fraude. Il ouvrit lentement le dossier et commença à lire. Le silence s'étira pendant plusieurs minutes. Il ne lisait pas pour l'histoire. Il scannait pour les faits, les dates, les responsabilités. C'était un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau, et il essayait de déterminer s'il appartenait à son ennemi ou s'il s'agissait d'un piège. Finalement, il referma le dossier. Il se leva, se dirigea vers l'immense fenêtre et contempla la ville qu'il dominait. J'ai toujours trouvé que le génie de Damien Chevalier résidait dans son talent de vendeur, pas d'innovateur, songeait-il, presque pour lui-même. L'histoire de l'algorithme clé de voûte a toujours été un peu trop parfaite, trop propre, polie pour la couverture des magazines. Il se retourna, sa décision prise. Ces informations sont préoccupantes. Elles nécessitent une enquête discrète plus approfondie de ma part. Je vous remercie de les avoir portées à mon attention. Mon équipe vous contactera si nécessaire. La réunion était terminée. Elles étaient congédiées. En sortant, Anaïs ressentit une incertitude terrifiante. Était-ce suffisant? Les 2 semaines suivantes furent les plus longues de la vie d'Anaïs. Le silence du camp de Garnier était absolu. Le détective privé qui avait été son ombre avait disparu. C'était un vide stratégique, une retenue de souffle avant la tempête. Anaïs allait en cours. Elle rédigeait ses mémoires. Elle appelait sa mère, mais son esprit était ailleurs, rejouant constamment la réunion dans le bureau de Garnier. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, la conseilla Catherine au téléphone. Un requin comme Garnier n'agit pas sans certitude. Il mène sa propre enquête. Sois patiente. La patience semblait impossible. Chaque notification de mail la faisait sursauter. Chaque numéro inconnu sur son téléphone faisait galoper son cœur. Puis, un mardi matin, l'appel arriva. Ce n'était pas pour Anaïs, mais pour Catherine. C'était du directeur juridique de Laurent Garnier. Le ton était formel, dénué d'émotion. Une réunion finale pour conclure les discussions de fusion est prévue pour demain à 10 h, dans les bureaux de notre cabinet. M. Chevalier sera présent. Nous requérons votre présence et celle de votre associé. La partie finale avait commencé. La salle de conférence principale du cabinet d'avocats était une cathédrale du pouvoir des entreprises. Une unique table monolithique en acajou poli s'étendait sur toute sa longueur, entourée de 20 chaises. La vue sur la ligne d'horizon était encore plus spectaculaire que depuis le bureau de Garnier. Damien Chevalier était déjà là, flanqué de son avocat, le perpétuellement nerveux Gauthier Leclerc. Chevalier était d'une humeur triomphante incandescente. Il souriait, riait, serrait la main d'un des cadres de Garnier. C'était un homme au sommet absolu de sa carrière, sur le point de conclure l'affaire qui ferait de lui une légende. Puis il les vit. Alors qu'Anaïs et Catherine étaient introduites dans la pièce, le sourire de Chevalier se figea, puis se transforma en un masque de rage pure et sans mélange. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, sa voix résonnant dans la grande pièce. Il ne s'adressait pas à elle, mais à Laurent Garnier, qui venait d'entrer par une porte latérale. « Qu'est-ce qu'elles font ici ?»« C'est une réunion de signature. Faites-les sortir. » Laurent Garnier prit calmement sa place à la tête de la table, son visage un masque de granit. « Elles sont ici en tant que parties intéressées. Damien, veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter avant que quoi que ce soit ne soit signé. » La confiance suffisante disparut de l'attitude de Chevalier, remplacée par une confusion méfiante. Il lança un regard venimeux à Anaïs en prenant sa place à contre-cœur. L'air dans la pièce crépitait de tension. « Damien, » commença Garnier, sa voix dangereusement douce. « Dans le cadre de notre diligence raisonnable finale, et suite à certaines informations que nous avons reçues, ma division de cybersécurité interne a mené un audit forensique approfondi sur la provenance de l'algorithme clé de voûte. » Gauthier Leclerc commença à avoir l'air malade. Damien se redressa d'un coup, ses mains agrippant les bras de son fauteuil. «
Nous avons épluché 25 ans d'histoire numérique, continua Garnier, sa voix aussi froide et tranchante qu'un scalpel. Nous avons analysé les journaux de serveurs, récupéré des données fantômes sur d'anciens disques durs et examiné la structure même du code. Nous avons trouvé des anomalies, des fragments de code vestigiaux qui ne servaient à rien dans l'itération actuelle, des annotations de commentaires qui avaient été effacées mais qui étaient récupérables à partir de sauvegardes d'archives. Plus accablant encore, nous avons trouvé des filigranes numériques, des motifs uniques spécifiques à l'auteur dans la logique du code qui pointent vers un environnement de création complètement différent. Garnier se pencha en avant, ses yeux se fixant sur ceux de Chevalier. Un environnement de création dont nous avons pu, après des efforts considérables, faire correspondre la signature numérique aux données récupérées d'un ensemble de vieilles disquettes. Des disquettes qui appartenaient à un ingénieur nommé Michel Moreau. La couleur quitta le visage de Damien Chevalier. Il avait l'air d'avoir reçu une balle. Garnier porta le coup de grâce. L'histoire que mademoiselle Moreau m'a présentée est, dans tous ses points essentiels, vraie. Le code fondamental de votre entreprise, le moteur de tout votre succès, n'est pas le vôtre. Il a été volé. C'est une fabrication scandaleuse, balbutia Gauthier Leclerc en se levant légèrement de sa chaise. Une tentative d'extorsion désespérée. Asseyez-vous, Gauthier, ordonna Garnier sans le regarder. Leclerc s'effondra dans son siège comme si ses ficelles avaient été coupées. L'attention de Garnier était uniquement portée sur l'homme qu'il venait de briser. La fusion, il va sans dire, est annulée. Mais notre problème maintenant, Damien, est un problème de divulgation. J'ai un devoir fiduciaire envers mes actionnaires. Ils devront savoir pourquoi cet accord, qui était pratiquement garanti, a implosé. La nouvelle que Chevalier Innovation est une entreprise technologiquement frauduleuse construite sur un mensonge sera catastrophique pour la valeur de vos actions, sans parler de l'intérêt que l'autorité des marchés financiers portera à cette affaire. Échec et mat. La pièce était absolument silencieuse, à l'exception de la respiration saccadée de Damien Chevalier. Son empire, sa réputation, l'œuvre de toute sa vie avait été bâtie sur un château de sable, et la marée venait de monter. Il s'avachit sur sa chaise. Un homme vidé, l'arrogance et la fureur finalement éteintes, ne laissant que les cendres grises de la défaite. Ses yeux, dépouillés de tout leur pouvoir, se déplacèrent sur la table et se posèrent sur Anaïs. Il ne vit pas une stratège ou un esprit juridique. Il vit le fantôme de Michel Moreau, le visage de son plus vieux péché, revenu réclamer son dû. « Qu'est-ce que, balbutia-t-il, sa voix un murmure sec et brisé, vous voulez ?» Anaïs sentit les yeux de chaque personne dans la pièce sur elle. C'était le moment vers lequel toutes les années de tristesse de son père, de chagrin de sa mère et de ses propres études acharnées l'avaient conduite. Elle marqua une pause, rassemblant la force d'une vie entière en un seul point. « La vengeance est indigne de ce que mon père méritait, » dit-elle, sa voix calme mais résonnant d'une autorité absolue dans la pièce silencieuse. « Ce que je veux, c'est la justice. » De son dossier, elle sortit une seule feuille de papier. Ce n'était pas un document juridique complexe. C'était une liste. Elle la fit glisser sur la table en acajou poli. Elle s'arrêta juste en face de Damien Chevalier. Il fixa les simples mots tapés qui exposaient les termes de sa reddition. Ce n'était pas une négociation. C'était un verdict. 1. Reconnaissance publique. Une déclaration publique officielle de Chevalier Innovation nommant Michel Moreau comme l'architecte original et unique créateur de l'algorithme. 2. La Fondation Michel Moreau. La création d'une fondation au nom de son père pour financer de jeunes inventeurs aux ressources limitées, dotés d'un pourcentage significatif et non négociable de sa fortune personnelle. 3. Réparation. Un règlement privé pour Hélène Moreau afin d'assurer son confort et ses soins à vie, ainsi que le financement intégral des études de droit d'Anaïs. 4. Démission. Sa démission immédiate et permanente de son poste de PDG de Chevalier Innovation et de tous les autres conseils d'administration. C'était total. Ce n'était pas seulement la ruine financière. C'était le démantèlement public de son héritage et la création simultanée de celui de son père. Il leva les yeux, ses prunelles suppliantes pour un bref instant, cherchant une sortie qu'il savait ne pas exister. Il jeta un coup d'œil à Garnier, qui ne lui offrit qu'un regard froid et final. Il regarda son avocat, qui baissa les yeux vers la table, vaincu. Finalement, son regard revint vers Anaïs. Dans ses yeux, il ne vit aucune haine. Il ne vit que la certitude calme et inébranlable d'une dette enfin payée. « J'accepte, » dit Damien Chevalier, les mots à peine audibles. Et avec ce murmure, le titan s'effondra. L'histoire ne se termine donc pas avec la ruine d'un PDG ou la vengeance d'une serveuse. Elle se termine par la justice. Anaïs Moreau n'a pas seulement gagné un règlement. Elle a réécrit l'histoire. Elle a restauré le nom de son père,
transformant son héritage volé en un phare d'espoir pour les générations futures. Elle a prouvé que le pouvoir ne réside pas seulement dans l'argent ou le statut, mais dans la conviction, la stratégie et le courage de dire la vérité face à l'arrogance. Son parcours, de l'impériale à cette salle de conférence finale, nous montre qu'il y a des forces cachées en chacun de nous, attendant le bon moment pour émerger. Il nous rappelle que la valeur d'une personne n'est jamais définie par son titre professionnel, mais par son caractère. La signature des documents fut une formalité silencieuse et sinistre. Chaque paraphe de chevalier était un coup de marteau sur le cercueil de son ancienne vie. Anaïs et Catherine regardèrent, non pas avec jubilation, mais avec une gravité solennelle. La justice, avaient-elles appris, n'était pas une explosion de joie, mais le lent et délibéré réalignement de l'univers moral. Dans les semaines qui suivirent, la nouvelle explosa dans le monde des affaires. La fusion annulée, la démission soudaine de Damien Chevalier, l'annonce de la fondation Michel Moreau, chaque révélation envoyait des ondes de choc à travers l'industrie. L'histoire officielle, soigneusement orchestrée par les équipes de communication de Garnier et Catherine, parlait de la correction d'une injustice historique et de la reconnaissance tardive d'un pionnier méconnu. Le nom de Michel Moreau, autrefois murmuré uniquement dans le chagrin, était désormais célébré dans les pages des journaux économiques et des revues technologiques. Anaïs, fidèle à sa promesse, utilisa une partie des fonds pour s'assurer que sa mère, Hélène, reçoive les meilleurs soins possibles dans un établissement magnifique avec vue sur un jardin. Lors de sa première visite après le règlement, elle s'assit près du lit de sa mère et lui tint la main. « C'est fini, maman, » dit-elle doucement. Tout le monde connaît son nom maintenant. Hélène, dont la mémoire s'estompait parfois, eut un moment de parfaite clarté. Elle regarda sa fille, ses yeux brillants de larmes et de fierté. « Ton père, il aurait été si fier de l'avocate que tu es devenue. » Et dans ce moment, Anaïs comprit que ce n'était pas seulement la justice qu'elle avait cherchée, mais aussi la paix, pour son père, pour sa mère, et finalement, pour elle-même. Elle termina ses études de droit, non pas au sommet de sa classe, mais avec une sagesse et une perspective que ses camarades ne pourraient jamais acquérir dans les livres. Elle n'avait pas simplement étudié la loi. Elle l'avait vécue, l'avait maniée comme une arme et un outil de réparation. Son avenir n'était pas dans un grand cabinet d'entreprise à chasser les milliards. Elle accepta un poste dans une association d'aide juridique, défendant ceux qui, comme son père autrefois, n'avaient pas les moyens de se battre contre les géants. Elle devint une avocate pour les sans-voix, une gardienne des potentiels volés. La fondation Michel Moreau s'épanouit, accordant des bourses à des jeunes innovateurs brillants mais défavorisés, s'assurant qu'aucune autre étincelle de génie ne soit éteinte par la cupidité ou la trahison. Le nom de Chevalier s'estompa dans l'infamie, un conte édifiant murmuré dans les conseils d'administration, tandis que le nom de Moreau devint synonyme d'intégrité, de persévérance et de la croyance durable qu'une seule voix, armée de la vérité, peut en effet faire trembler un empire jusqu'à ses fondations et, à sa place, construire quelque chose de juste et de durable.